quoi. On va pas se mentir, hein, les entrepreneurs, ils font passer beaucoup de choses dans leur société. DA, SASU, EURL, quand on est seul, et c'est les 3 choix les plus importants. Absolument. Un entrepreneur, il agit et il est responsable de ce qu'il fait. Le fait de se verser un salaire permet de cotiser à la retraite. Plus des entrepreneurs qui se lancent en tout cas sur Legal Place ont le chômage et le gardent pendant leur création, au début en tout cas. La micro-entreprise n'est pas soumise à la TVA. Parce qu'on peut toucher de l'argent autrement que par tout la à rémunération. Fait. Absolument. Il faut toujours vérifier avec son expert comptable. Hein. Alors, une des questions que beaucoup de gens se posent chez nous sur Legal Place, c'est quel format juridique choisir pour lancer sa boîte. On crée des milliers de boîtes tous les mois et donc on voit énormément de questions que les gens se posent et celle-là, elle revient tout le temps. Quelle forme juridique choisir et sous-entendu pour payer le moins d'impôts, pour se rémunérer le mieux, etc. Donc, c'est quoi la question qu'on se pose, quelle est la réponse qu'on donne nous à nos clients quand ils disent comment choisir le format Alors, en fait, souvent, les questions récurrentes qui se posent tout le temps, elles se posent tout le temps parce qu'il n'y a pas de réponse évidente en soi. C'est vrai. Et donc, ça va dépendre de plein de situations. Et très souvent, l'entrepreneur, la première question qui se pose, parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit vivre au quotidien, c'est comment est-ce que je me rémunère ? Et c'est de là, très souvent, que va découler en priorité la réponse à cette question. Parce que selon le cas, on n'aura pas du tout le même type de société, le même type de structure. Comment je me rémunère, c'est dans quel sens ? Alors, comment est-ce que... Un salaire, voilà, est-ce que je me verse un salaire, ma vie au quotidien, comment est-ce qu'elle est assurée ? Surtout si je suis seul ou si j'ai une famille, d'autant plus. Et donc, de là, en fait, on va dérouler un certain nombre de questions. Déjà, en tant qu'entrepreneur, est-ce que je touche les allocations chômage ? C'est la première question. Est-ce que je l'ai touché avant d'être entrepreneur même ? Oui, voilà, et exactement. que je veux continuer à les toucher. C'est ça, exactement. Parce que très souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont quitté quand c'est des consultants, par exemple, ils ont quitté leur boîte, parfois en rupture conventionnelle, donc ils touchent des allocations chômage. Et donc, l'idée pour eux, c'est de continuer à percevoir ces allocations chômage tout en lançant leur entreprise. D'ailleurs, c'est possible d'avoir les deux. C'est tout à fait possible de cumuler. Et c'est une question qu'on nous pose beaucoup d'ailleurs. Oui. Et la stat, je l'ai, plus d'un quart des entrepreneurs qui se lancent en tout cas sur Legal Place, et c'est représentatif parce qu'on a 12% des créations aujourd'hui, ont le chômage et le gardent pendant leur création, au début en tout cas. C'est ça, exactement. Et donc quand on est soumis quand on touche les allocations chômage, là, la question c'est est-ce qu'elles sont suffisantes pour assumer son train de vie ? Alors quand l'entrepreneur est seul, elles sont en général suffisantes. Quand il a une famille, il va vouloir peut-être compléter avec un salaire. Mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir continuer à les percevoir sans qu'elles soient remises en question, il faudra qu'il ne se rémunère pas. Il ne faudra pas qu'il se rémunère. Et donc, tu dis rémunérer, c'est en salaire. Exactement. Parce qu'on peut toucher de l'argent autrement que par tout la à rémunération. Fait. Absolument. Okay. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut privilégier... en général... Les entrepreneurs privilégient la SASU quand ils sont seuls, donc la société par action simplifiée unipersonnelle. Ils privilégient ça. Pour compléter leur allocation chômage. Ouais, et donc tout l'argent que leur société gagne, donc qu'ils gagnent dans leur nouvelle activité, ça va dans la société, ça va dans le patrimoine de la société, mais ils ne le touchent pas. Ils ne le touchent pas, ils continuent à percevoir leurs allocations chômage. L'argent gagné, lui, reste dans la société. Et à la fin de l'exercice social, donc quand il y a le bilan, ils touchent des dividendes. Voilà. Et donc, quand on a des dividendes, ça ne vient pas supprimer notre allocation chômage ? Oui, en principe. En principe. Oui. Alors que quand on se rémunère par un salaire depuis sa boîte, là, ça vient en général enlever l'allocation chômage. C'est ça. D'ailleurs, très souvent, France Travail demande à ses entrepreneurs une attestation de non-rémunération. Voilà, donc c'est un document qui se signe eux-mêmes. Sur l'honneur qu'ils ne touchent pas de salaire. Voilà, soit un PV. Alors ça dépend de France Travail, parce qu'il y a plusieurs centres France Travail. Donc ça peut être un PV, mais qui signent eux-mêmes, parce que très souvent ils sont seuls dans leur boîte, donc ils signent un PV, soit une attestation, etc. Mais en tout cas, c'est une attestation par laquelle ils déclarent qu'ils ne perçoivent pas de salaire, ils ne perçoivent pas de rémunération. Et là, comme ça, ils peuvent continuer à percevoir leurs allocations chômage. Donc ça, c'est quand on a des allocations chômage. Ensuite, il y en a plein qui n'en ont pas ou qui ont démissionné. Et donc, ceux-là, ils se posent aussi la question, pour choisir leur forme juridique, ils se disent comment je vais subvenir à mes besoins ? Est-ce que j'ai de l'argent de côté et je n'ai pas besoin de salaire ? C'est ça. Ou est-ce que j'ai tout de suite besoin d'un salaire ? C'est ça la question ? C'est ça, absolument. Et de là va aussi découler le choix de la forme sociale. Donc, quand on dit le choix, il n'y en a pas 36 000.
c'est SASU ou EURL, hein, quand on est seul. Hein. Aux micro-entreprises. Alors, micro. Bon, Oui. micro, là, vraiment, moi, j'étais dans l'idée vraiment d'une société. Mais effectivement, on peut toujours choisir la micro. La micro, c'est un tout autre régime. La Mais micro, déjà, pour le chômage, parce qu'on ne l'a pas traité, elle est incompatible. Absolument. Parce que c'est tout de suite une rémunération Tout qu'on à fait. touche et on n'a pas le choix. C'est ça. Alors que quand on a une société, on peut faire une fiche de paye ou ne pas faire de fiche de paye. Il y a Exactement. un choix. Alors que la micro, c'est l'argent qui se déverse directement. C'est ça. Donc ça, c'est pour couvrir. Et donc, dans ce cas-là, donc, tu disais, il y a SASU, EURL, quand on est seul. Oui. Qui sont la SAS et la SARL à plusieurs. Et micro-entreprise. C'est les 3 choix les plus importants. Absolument. Et quand on se pose cette question de qu'est-ce qu'on a besoin comme argent pour vivre, qu'est-ce que ça amène à quoi comme choix? C'est quoi la logique du coup? Oui. Alors, quand on ne touche pas les allocations chômage, là, on a effectivement le choix entre ces 3 formes. Bon, la micro, ça peut effectivement être une super solution pour se lancer parce que c'est quelque chose de simple, c'est rapide, c'est gratuit à la création. Il n'y a pas de gestion. Voilà. Et la gestion admin, elle est hyper facile parce qu'en fait, c'est soumis à une comptabilité allégée. Oui. Bon, par contre, la micro, c'est soumis à un plafond de revenus. Oui. Donc, au-delà d'un certain plafond, on ne peut plus bénéficier du régime de la micro. Et en plus de ça, il y a d'autres inconvénients dans la micro-entreprise. C'est que le patrimoine de l'entreprise, il est mélangé avec son patrimoine personnel. Oui. Donc, par exemple, quand c'est un consultant, ok, ça va. Mais même quand c'est un consultant, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur, il agit et il est responsable de ce qu'il fait. Okay, donc, quand c'est un artisan, la responsabilité, les artisans, ils savent ce que c'est la responsabilité. Ouais. Hein, parce qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils flippent d'engager leur responsabilité. Il y a ou pas. des dégâts dans leur chantier, à cause d'eux, ils engagent une responsabilité. C'est ça. Mais même un consultant, hein, quand il fait, parfois quand il dit des choses fausses, des problèmes de sécurité dans l'IT d'une boîte, c'est ça. Il peut prendre cher lui-même. Ouais. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de patrimoine propre, ça veut dire que si jamais, par exemple, déjà, quand tu empruntes, c'est sur ton patrimoine perso, mais aussi si jamais tu causes un dommage ou n'importe quoi et qu'on vient rechercher la responsabilité, la responsabilité pour une micro-entreprise, elle n'est pas elle est mêlée à son patrimoine personnel. Alors que ta maison, tes actifs, etc. Ouais. Après, il y a certains... Alors, il y a des garde-fous. Hein, oui. La maison... Ça n'est pas très loin. Voilà. Okay. Alors qu'une société, c'est strictement limitée. C'est ça. Ça a son patrimoine propre. Enfin, une société, c'est-à-dire une SASU ou une EURL, ça a son patrimoine propre. Et donc, on dit que la responsabilité est limitée aux apports. C'est-à-dire que, par exemple, je crée une SASU avec 5 000 € de capital. Ça sera ces 5 000 € qui seront engagés du patrimoine que j'ai mis dedans. Et ma responsabilité sera limitée à ces 5 000 €. Et le patrimoine de la société elle-même. En fait, c'est le patrimoine et le patrimoine de la société elle-même. Si jamais elle grossit, qu'elle génère des revenus, que son bilan grossit, et le patrimoine de la société, évidemment. Okay. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est limité à ce que j'ai mis dedans par rapport à mon patrimoine perso. L'autre limite de la micro aussi, c'est comme je ne défalque pas les charges de sa comptabilité à elle, finalement, les impôts que je paie, c'est sur tout le chiffre d'affaires que je fais. Absolument. Et aussi, je ne peux pas bénéficier quand j'achète quelque chose, je l'achète en TTC. Tout à fait. Et je ne l'achète pas en hors taxe. Tout à fait. Alors que quand tu achètes du matériel, par exemple informatique, pour exercer ton métier, en société, tu le payes hors taxe. Absolument. Et tu ne payes pas TTC. C'est ça. En fait, par principe, la micro-entreprise n'est pas soumise à la TVA. Oui. Et donc, le gros sujet, c'est que on ne peut pas effectivement déduire la TVA de ce qu'on achète. Oui. Après, il peut y avoir des options sur la TVA. C'est possible. On peut opter pour la TVA. Mais voilà. Donc, la micro, elle a vraiment ses limites. En plus, hein, parce que là, on parle de projet seul, hein, mais parfois, je me lance, j'ai envie de m'associer avec quelqu'un. Là, c'est impensable en micro-entreprise. Et je ne peux pas recruter avec une micro-entreprise aussi. Je ne peux pas recruter. Voilà. Je peux payer des freelances. Oui, voilà, je peux payer des freelances. Mais en tout cas, voilà, globalement, c'est un régime qui est très, très limité, mais qui est bien pour se lancer, pour tester un projet, ou quand on a une idée, quand on a un projet très, très balisé, on sait exactement combien on va gagner dans l'année, on ne s'embête pas, on crée une micro-entreprise, ça permet de générer du revenu et de le générer de manière officielle. Et ensuite, changer si ça devient assez gros. Après, il y a des gens qui peuvent se limiter à ne pas dépasser les 70 000 juste pour rester dans la micro. Oui. Du coup, psychologiquement, ça crée un effet de
de limite mentale, de blocage. Peut-être que je peux passer à 100, 120. Un effet auto-limitant, exactement. Ouais. Et il y a plein de vertus finalement aux sociétés parce que si l'argent que j'accumule, qui est au-delà de ce que j'ai besoin de vivre, reste dans la société, il n'est pas taxé. Alors que la micro, tu ne peux pas garder dans la société, mais tout est versé vers toi, donc il est taxé. Et pour rappeler, tant que l'argent reste dans la société, il est pas aussi taxé que s'il sort vers ta poche à toi, sous forme de rémunération Et donc tu peux l'investir via ta société. Et donc c'est fiscalement beaucoup plus intéressant que tout gagner en tant que micro. Mais bon, ça c'est déjà plus avancé. Peut-être nous on va se focus sur micro. Si c'est pas micro pour les limites que tu dis, entre SARL et SAS, quelle est la grande question qu'il faut se poser, quoi. Oui. Donc une fois qu'on a traité la question des allocations chômage. Alors je précise juste les allocations chômage en fin de droit, c'est-à-dire que par exemple au bout de 12 mois, imagine qu'il te reste encore 12 mois d'allocation. Donc, tu choisis la SASU et à la fin, quand tu n'as plus d'allocation chômage, tu peux transformer ta SASU en EURL. C'est possible. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le font, même chez nous, pour pouvoir continuer à optimiser fiscalement. Oui. Donc, une fois qu'on a mis de côté la question des allocations chômage, la question, c'est est-ce que j'ai besoin de l'argent de la société pour vivre ? Nous, on a des clients chez Legal Place, Conta Place qui n'ont pas besoin d'argent pour vivre parce qu'ils ont suffisamment de côté. Ils veulent juste accumuler de l'argent dans leur société. Et là, ils ont 37 ans, ils ont déjà beaucoup d'économies, donc ils peuvent tenir un an sans... Et donc là, ils continuent à garder ils continuent à être en SASU. Pourquoi ? Parce que la SASU, les distributions de dividendes, le jour où tu décides de te distribuer l'argent qu'elle a gagné en dividendes, c'est moins taxé qu'en EURL. C'est soumis à la flat tax. Alors, pour l'instant. Pour l'instant, oui, exactement. Et puis, il y a toujours... des exceptions. On est dans des régimes qui sont très complexes. Il faut faire attention à la taxe PUMA. Okay. La taxe PUMA, c'est quand on ne se verse pas suffisamment de salaire et qu'on s'est trop versé de dividendes. Donc voilà, il y a un seuil et un plafond. Et ben là, le delta est soumis à une taxe de 6,5% à peu près. Okay. Voilà, donc il y a toujours des mécanismes. Il y a des mécanismes de régulation. Donc il faut toujours faire des calculs assez précis pour optimiser fiscalement. C'est le comptable qui fait, mais le principe, c'est quand même, sur les grands chiffres, la dividende est taxée à la flat tax, donc 30, alors que quand je sors en rémunération, entre les charges patronales, sociales, etc., c'est quasiment la moitié qui part. Exactement. Donc s'il n'y a pas besoin de tout de suite se verser un salaire, vaut mieux attendre un an et se verser ça en dividende, parce que la dividende ne peut pas se faire tous les mois. Non. Il faut attendre toute la fin de l'exercice, le bilan, le résultat. Exactement. Et quand ces résultats sont connus, là, on les constate et on décide de verser une partie ou totalité. Et quand on est plusieurs, par contre, on ne peut pas sélectivement distribuer des dividendes à un des associés. C'est les mêmes dividendes à tout le monde, enfin au prorata de chacun. Donc celui qui a, si c'est 50-50, chacun prend. Mais donc par exemple, si on fait 100 000 euros de résultats et qu'on décide de garder 50 dans la boîte, on peut distribuer que la moitié des dividendes. Mm-hmm. Et si on est 2 associés, ça peut être 25 000 chacun, par exemple. Par exemple, s'ils sont à égalité dans le capital. Quand il y a plusieurs associés, en fait, c'est proportionnel au nombre d'actions qu'ils ont, aux parts sociales qu'ils ont. Ouais. Okay. Après, on peut toujours faire des exceptions. Hein. Le droit est très imaginatif, mais voilà, par principe, c'est proportionnel. Okay. Alors maintenant, quand j'ai besoin de l'argent et là, c'est finalement le cas le plus fréquent, hein, j'ai besoin de l'argent que ma société génère pour me rémunérer. Oui. Donc, il faut que je me verse un salaire. En plus de ça, le fait de se verser un salaire permet de cotiser à la retraite. Oui. Ben là, on va privilégier le URL. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la rémunération en tant que gérant de URL est moins taxée fiscalement et socialement. On est vraiment sur un gros delta. Hein. On parle de 45% versus 75%. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai besoin tout de suite de salaire parce que j'ai rien de côté, pour vivre, il me le faut. Donc quoi qu'il arrive, je vais me verser un salaire. C'est ça. La SARL te permet d'avoir un salaire beaucoup moins taxé en tant que dirigeant, en tant que gérant. Exactement. Et pas pour les salariés autres. Tes autres salariés vont payer, enfin tu vas payer les mêmes charges qu'une SAS. Et donc ce que tu disais, c'est que si jamais je profitais de ce régime-là, mais que j'ai que le chômage au début, et c'est mieux, parce que j'ai le chômage au début, c'est mieux d'avoir une SAS. Une fois que le chômage est terminé, je passe de la SAS à la SAS. Exactement. C'est tout à fait possible, c'est une transformation de société. Et là, j'ai ma société à régime permanent, quoi. Et là, c'est vraiment un truc qui a un delta qui est tellement significatif que finalement, c'est principalement sur cette question-là que se fait le choix entre SARL et SAS, quoi. Exactement.
C'est ça. Ok. Donc ça, c'est quand on est seul Oui. qu'on décide comme ça. Si on est à plusieurs, ça veut dire qu'il y en a un qui est pas gérant ou on peut être plusieurs gérants dans une SARL? On peut être plusieurs gérants dans une Si on est SARL. plusieurs gérants, on bénéficie tous les deux. Alors, je vais même juste préciser une chose, hein, c'est que dans une société, de manière générale, ça, très souvent, en fait, les entrepreneurs qui veulent monter des projets à plusieurs ne s'en rendent pas compte. Mais dans une société, il faut distinguer la notion d'associé, donc des gens qui détiennent des actions, des parts sociales, donc du capital, de la notion d'opérationnel. Oui. Opérationnel, c'est celui qui va travailler pour la société. Donc, par exemple, un consultant, c'est celui qui va faire un audit, qui va produire, etc. Oui. Ou un artisan qui va produire. On peut pas, si on est productif, il faut qu'on ait un statut dans la société. Qu'on ait un statut, ça veut dire qu'on ne peut pas juste être associé et productif. C'est pas possible. Oui. Associé, c'est que le capital. Associé, c'est que le capital. Donc, je peux ne rien faire et détenir une partie d'une boîte. C'est ça. Et d'ailleurs, je peux même rester dans mon job et détenir une partie d'une boîte. Exactement. Tout à fait. Comme j'achèterais des actions par ailleurs. Ouais. Et il y a des gens qui bossent. Et les gens qui bossent, c'est quoi les statuts? Alors, soit on est dirigeant. Donc, quand on est en SAS, on est président, il faut un président. Oui. Et on peut être aussi directeur général. On peut créer autant de postes de directeur général qu'on veut dans une SAS. Hein. Et le directeur général, d'ailleurs, il peut aussi ne pas être associé. Hein. Il peut ne pas être au capital. Oui. Même le président. Oui. Soit, quand c'est une SARL, on est gérant. Et il peut y avoir effectivement plein de co-gérants. Oui. Donc, c'est des co-gérants. Et si on n'est pas directeur général ou co-gérant, dans ce cas-là, il faut qu'on soit salarié. Mais encore une fois, il faut un poste. Ouais, voilà, il faut un poste. Alors après, on peut être prestat pour la boîte, mais bon, si on est prestat, c'est pas, on bosse pas pour la boîte, on bosse pour soi. Oui. Voilà. Pour une autre société. Pour une autre structure, pour une autre société. Oui. Exactement. Donc voilà. Maintenant, effectivement, on peut être, quand on lance à plusieurs, en général, nous, ce qu'on voit, c'est que donc il y a des gens qui lancent des projets à 2 ou 3, ils choisissent un président et un ou deux DG. Donc les autres sont DG quand c'est une SAS. Et quand c'est une SARL, ils sont tous co-gérants. Oui. Voilà. Et après, ils peuvent, s'ils s'étendent ou ils peuvent effectivement créer des fonctions salariées, etc. Mais en général, ils choisissent vraiment ce type de fonction. Et celui qui est gérant dans la SARL, qu'il soit associé ou pas, bénéficie de cet allègement conséquent des charges. Oui. Quand il est gérant majoritaire. Ah, ok. Ouais. Ok, on va et ok, donc, et pourquoi est-ce que si on prend les secteurs, pourquoi est-ce que dans le BTP, souvent ils optent pour le SARL parce qu'ils ont besoin de se rémunérer tout de suite? Oui. Parce qu'en général, ils n'ont pas forcément d'allocation chômage avant, ou c'est quoi le... Alors oui, en général, c'est ça, effectivement. Ouais. On voit de plus en plus de personnes dans le BTP qui sont en SASU, hein, parce qu'ils peuvent tout à fait avoir des allocations chômage de leur... quelqu'un qui décide de se lancer, mais qui vient d'un grand groupe de construction, il va comme n'importe quel autre type de profession, il va commencer par une SASU pour continuer à percevoir son chômage. Oui. Mais après, effectivement, dans le BTP, on voit beaucoup d'artisans parce qu'ils ont commencé tout de suite direct artisan. Ils créent plusieurs boîtes, ils changent d'associés, etc. Exactement. Et eux, en général, comme ils n'ont pas cotiser forcément au chômage, ils vont directement se percevoir un salaire dès le début, quoi. C'est ça. Alors que les freelances, c'est vrai que beaucoup d'entre eux étaient dans un grand groupe ou dans un cabinet, ils ont négocié leur rupture conventionnelle, et à l'époque ils faisaient même des abandons de poste. Aujourd'hui, je pense même pas que ça marche, les abandons de poste, pour avoir le chômage. C'est assimilé à une démission. En tout cas, c'est une zone floue là. C'est une zone, et là, comme ils se débrouillent tous pour l'avoir, ils peuvent attendre 1 an. Ou ils ont déjà des économies assez importantes parce que les freelances commencent souvent pas freelance tout de suite dans leur vie très tôt, quoi. Non. Il y a un temps de formation. Oui, un freelance ne se lance pas comme ça tout de suite. Il faut de l'expérience. Exactement. Pour pouvoir prétendre avoir de gros contrats, etc., il faut qu'il ait fait ses armes dans un grand groupe. Ouais, et donc, il y a aussi cette question de si je suis salarié dans une société et qu'à côté, j'ai en side une activité de conseil, où de temps en temps, je vais faire un peu de conseil. La micro fonctionne et la SAS fonctionne en vrai. Tout à fait. C'est juste que la micro va augmenter mes revenus, donc je peux être sur des tranches d'impôt sur le revenu qui sont plus élevées, alors que la SAS, je peux rien verser, elle accumule l'argent dedans et ça m'augmente pas ma tranche d'imposition. C'est mieux. C'est mieux en vrai. En fait, c'est mieux. Alors attention à ce genre de choses parce qu'on voit souvent des gens qui ont des petits projets parallèles et qui se disent bon, je crée ma micro rapidement ou ma SASU, et c'est vrai que c'est mieux parce que ça permet vraiment d'accumuler un patrimoine à côté. Il faut quand même toujours vérifier dans le contrat de travail si on n'a pas une clause d'exclusivité parce que très souvent... Exclusivité, mais
Si je ne fais pas un truc qui est en concurrence. Exclusivité. Exclusivité, c'est en contrat de travail par rapport à un autre contrat de travail, non? Ça dépend comment c'est rédigé. Ça peut être aussi le fait de toute autre activité. Ouais, voilà. Bon, il faut quand même s'assurer de ça. Mais imaginons, je veux investir dans une boîte et j'ai 30% de cette boîte. Je suis associé. Ouais. Est-ce que ça touche à mon exclusivité, à ma clause d'exclusivité d'être associé dans une boîte quelconque? Certainement pas. C'est le fait d'avoir. Sauf, alors là, on va tomber. Bon, là, on parle vraiment de droit du travail. Oui. Mais on va tomber dans une autre chose, c'est que là, il faut regarder la clause de non-concurrence. Parce que si jamais la boîte dans laquelle je veux investir de l'argent la boîte où je suis, est concurrente de la boîte où je suis, bah là, ça peut. Ouais. Et pareil, si je suis freelance sur un truc qui est exactement concurrent à ce que ma boîte de conseil qui m'a recruté fait, et qui a une clause, donc il faut bien lire les deux clauses qui sont exclusivité et non-concurrence. C'est ça. Et si elles existent, peut-être parler avec l'employeur et dire je vais faire un petit truc, c'est tel client, est-ce que tu peux m'enlever ou ne pas exécuter cette clause-là? Ok, donc ça, c'est des side projects ou micro. Ce que je retiens moi à chaque fois, c'est que ça augmente ta rémunération et donc tu peux être plus taxé sur tes revenus, alors qu'avec une SASU, tu gardes cet argent dans une entité séparée, tu ne le touches pas, mais il est à cette société-là qui t'appartient. Et plus tard, tu peux placer ça dans des investissements différents, immobiliers ou actions, etc. Ou le sortir en dividende. Tant que la flat tax existe, ça reste quand même hyper intéressant, puisque c'est fiscalisé qu'à 30%. Qui, rappelons-le, est un très bas taux. C'est un taux extrêmement bas par rapport... En fait, quand on a de l'argent dans une société, la flat tax, c'est vraiment un taux qui reste très bas parce que passer l'argent de la société à son patrimoine perso pour l'utiliser, pour vivre... À sa poche, quoi. En général, c'est très, très taxé. Hein. Oui. Donc la flat tax, c'est vraiment quelque chose dans tous les pays du OCDE, quoi. Exactement. Oui. Ok. Et donc ça, c'est quand j'ai un side project. Maintenant, les start-upers, par exemple, c'est un cas particulier. Parce que eux, ils optent quasiment tous pour la SAS pour des raisons de flexibilité du capital, parce qu'ils vont faire tous un pacte d'actionnaires dans lequel ils vont vouloir une grande liberté de dire qu'est-ce qui se passe si tu pars, qu'est-ce qui se passe sur un des associés, ne fais rien, comment on peut récupérer ses actions, etc. Et en fait, cette liberté de définir les mécanismes entre associés, elle est faite la SAS est faite pour ça, quoi. Complètement. Donc, on voit quasiment pas de start-up qui est en SARL, en fait. C'est extrêmement rare. En fait, alors, les start-upers, et même, en fait, parfois, on le voit dans des boîtes de services, c'est vrai. Qui ont des associés et qui veulent créer vraiment des régimes particuliers entre eux. Ils choisissent, donc les startups et ce type de structure, ils choisissent toujours des SAS. Oui. Parce que, comme tu dis, il y a une flexibilité au niveau du capital et plus généralement, il y a une flexibilité au niveau des statuts. Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser des mécanismes d'entrée, de sortie, de contrôle de qui rentre, et aussi des mécanismes de gouvernance. Donc dans les statuts et, comme tu disais, dans le pacte d'actionnaires. Les pouvoirs entre les associés, de décision. C'est ça, on va pouvoir l'organiser de manière beaucoup plus fine que dans une SARL. Une SARL, tout est déjà déterminé par avance? C'est ça. Okay. Dans la SARL, c'est vraiment déterminé par avance. On a peu de liberté, on appelle ça la liberté contractuelle. Oui. Alors que dans une SAS, quand on combine les statuts et le pacte. Donc les statuts sont publics, le pacte, lui, c'est confidentiel. Donc ça permet de rajouter beaucoup d'éléments dont on ne veut pas que tout le monde Parce que c'est sache. Public, les statuts. Les statuts sont déposés, ils sont publics. Hein. Tout le monde peut les lire sur Internet. Voilà. Et donc en combinant ces deux documents, ça permet d'organiser la gouvernance de la boîte. Donc qui a tel et tel pouvoir? Parce qu'en fait, on dit président, DG, ok. Mais si on veut affiner, exactement. Si on veut limiter les pouvoirs, par exemple, de tel ou tel DG, on va le prévoir. Par exemple, peut-être pour donner un exemple concret, si on crée une boîte ambitieuse, une chaîne de restauration, et on se dit, ok, la décision d'ouvrir un point de vente, donc un resto dans telle localité, c'est soumis aux 3/4 des actions de vote, par exemple. Oui. Et on définit des décisions importantes, un taux de pourcentage de vote qui permet de débloquer ces décisions-là. Ça permet d'affiner aussi même des décisions qui sont moins importantes, où il faut juste la moitié, plus un qui est d'accord, etc. Et comment admettre de nouveaux associés? Est-ce qu'on doit tous être d'accord pour ramener un investisseur, ou est-ce que 80% d'accord, etc. Tout ça, on peut le mettre sur écrit, en privé, qui n'est même pas public. Exactement. Et donc, ça permet de se mettre d'accord sur la structure du pouvoir de manière très fine. Donc, toutes les boîtes, finalement, qui ont besoin d'être un peu ambitieuses et donc besoin de cette finesse, ne peuvent pas prendre une SARL comme forme. Non. Et comme tu dis, on peut faire ça. En fait, on peut tout faire. On peut même dire dans un pacte que
l'ouverture d'un nouveau point de vente ne pourra pas être faite sans l'accord de RACEM, par exemple. Un des associés, même s'il a 5 ou 3. On peut même dire RACEM, voilà. Et on a une liberté vraiment totale. Et ça permet vraiment de coller au projet. Oui. Beaucoup plus que dans la SARL. Et c'est vrai que c'est des choses qui vont évoluer parce que le pacte, on le signe sur le côté et on peut amender ce pacte-là en faisant un nouveau. Si on se rend compte que cette constitution de la boîte ne marche pas très bien, bam, on peut en faire une autre. Exactement. Et ça permet de faire évoluer la boîte. D'ailleurs, dans les startups, ça évolue à chaque levée de fonds parce que chaque investisseur qui met un gros montant va négocier de nouvelles clauses. C'est ça. Donc, il est réécrit en pratique à chaque levée de fonds. C'est ça. Exactement. Et un cas aussi qui revient souvent, pour finir sur ça, c'est OK, on est 3 associés qui se lancent pour créer cette boîte-là et on se dit, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui se démotive parce qu'on ne se connaît pas très bien, il y en a un qui est encore salarié, etc. Et donc, si les gens se démotivent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les subit et ils restent, ils ont un tiers du capital à vie? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes de sortie qui sont soumis à des conditions en mode si jamais tu arrêtes de bosser ou si jamais tu démissionnes, alors tu restitues tes actions à un prix beaucoup plus bas que le vrai prix du marché, etc. Ça, c'est un cas qui est hyper fréquent. Tout à fait. Et beaucoup d'associés oublient ça et se retrouvent avec un tiers du capital mort parce que le mec s'est barré, mais ils n'ont aucun mécanisme pour récupérer ces actions-là, en fait. Et c'est très nuisible parce que non seulement, c'est injuste d'avoir 2 qui bossent et un qui fait plus rien et qui assume et qui va profiter de la richesse produite par les autres, mais en plus c'est nuisible parce que s'ils veulent lever des fonds, donc ils vont voir des fonds d'investissement. Les fonds, il ne va pas être content qu'il y ait un tiers du capital qui soit mort, en fait, qui soit qui appartient à quelqu'un qui soit plus productif et qui n'a pas apporté vraiment d'argent. Qui n'est ni là pour encourager des mecs moteurs, ni pour permettre à des mecs de mettre de l'argent. Et finalement, ça, c'est la seule. Si on n'a rien fait dans le pacte, la seule manière pour ceux qui nous écoutent de sortir cet associé, c'est de lui racheter ses parts, donc de dépenser de l'argent. C'est ça. Et donc les associés déjà existants doivent ramener. Et donc si la boîte a commencé à avoir un peu d'activité et est valorisée, ça peut très vite monter à des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros. En pratique, personne ne les a parmi les associés, ça se cache là. Donc on le subit. Quand il y a une levée qui arrive, ça va être très nuisible parce que le fonds ne veut pas subir le rachat de ces actions-là, en fait. Exactement. Et en pratique, alors on le voit dans les boîtes de services qui sont rentables. Les boîtes de services sont rentables en général tout de suite. Vite, Et là, ce que font les associés, c'est qu'ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter pour racheter l'associé dormant. Mais dans une startup qui structurellement en général n'est pas rentable, là en fait, ils sont bloqués. Et alors c'est pour ça qu'il faut prévoir des clauses. Et là, typiquement dans ce que tu dis, il y a des clauses qui sont vraiment adaptées à ce type de situation, qui s'appellent les clauses de leaver. Leaver, ça veut dire le sortant, celui qui quitte. Oui. Et en fait, quand c'est quelqu'un qui sort de son propre fait, il démissionne, il veut plus bosser dans la boîte, là on applique un bad leaver, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui racheter ses actions et donc le forcer à vendre à un prix très bas, à un prix décoté. Et après, en fait, on peut avoir aussi un associé qui tombe malade, qui n'est plus apte ou même qui décède. Et là, on va penser à une clause de good leaver, le bon sortant. Ce n'est pas de sa faute. Et là aussi, on va pouvoir récupérer ses actions, mais à un prix de marché. Voilà. Mais on peut forcer la récupération des actions. Voilà, dans tous les cas, avec ces héritiers qui récupèrent, mais à un vrai prix fair et c'est juste. Ça, exactement. Ok, donc ça c'est le gros avantage de la SAS qui fait que aussi la majorité des boîtes aujourd'hui sont en France plutôt des SAS que des SARL. Oui. Les SARL sont un cas où il n'y a pas besoin de mécanisme entre associés. Il peut y avoir des associés, mais plutôt simple comme mécanisme entre eux. Ils se mettent en gérant, ils bénéficient d'un allègement et derrière, ceux qui doivent tout de suite toucher l'argent optent pour cette partie-là, pour cette forme-là. Est-ce qu'il y a des formes exotiques autres que ces trois-là? Que micro, SAS, SARL, il y a l'EIRL, je pense. Alors oui, l'EIRL, en fait, c'est une forme d'entrepreneuriat par lequel on n'ouvre pas une société. Donc c'est comme une micro-entreprise, c'est-à-dire que il n'y a pas de patrimoine propre, c'est individuel. Mais sauf qu'on crée un mécanisme de responsabilité limitée. Voilà. Okay. Donc en fait, on retrouve un peu les conditions de l'EURL, sauf qu'on n'a pas créé d'entité. C'est une entité qui n'a pas de patrimoine. Mais il y a une sorte d'abstraction qui fait que la responsabilité ne s'étend pas au patrimoine personnel de l'entrepreneur. Ok. Voilà. Donc, ok. Est-ce que on peut faire par industrie? Attends, je réfléchis. Après, alors, des apports, tu veux dire? Des apports en industrie?
Non, par industrie, c'est-à-dire. Ah oui, pardon. BTP, ils font beaucoup SARL. C'est quoi les autres? Il y en a d'autres qui font SARL systématiquement, genre commerce de proximité. Oui, les commerces de proximité sont souvent en SARL. Encore une fois, alors on a des secteurs qui traditionnellement choisissent la SARL parce que c'est une forme sociale ancienne. Oui. Et donc. C'est tout ce qu'ils ont entendu dans le passé. Voilà, c'est ça. Et il y a certains experts comptables qui savent exactement optimiser la fiscalité et qui vont systématiquement orienter leurs clients sur ce type de structure. Et encore une fois, ça part, comme je te le disais, du régime de la gérance. C'est-à-dire que la gérance, ça permet d'avoir un régime qui est de se verser un salaire avec des charges fiscales et sociales moindres qu'en présidence. Et ça détermine tout le reste, en fait. Oui. Voilà. Et comme très souvent, un artisan ou un commerçant de proximité, lui, il va vivre tout de suite de ça dès le premier mois. Donc là, il n'y a pas de restaurateur peut-être. Oui, aussi. C'est ça, exactement. Oui. Et là, on va partir tout de suite sur une SARL. Oui. Et dans les autres types de secteurs d'activité, comme les consultants, les prestataires de services, là, on va avoir plutôt une majorité de SAS. Dans les structures qui ont l'ambition d'avoir des investisseurs ou des associés et grossir, oui. etc., ça, c'est systématiquement SAS parce que c'est très dur de... Il y a un autre point, parce que la SAS, pour attirer, tu parlais d'investisseurs, pour attirer des investisseurs, il y a un point qui est crucial. C'est que c'est ce qu'on appelle le droit d'enregistrement. Quand on cède les actions, il est ultra bas, il est limité, il est plafonné. Okay. Alors que dans une SARL, il est proportionnel. C'est un pourcentage qui, en général, c'est... Donc c'est une taxe supplémentaire, c'est une taxe supplémentaire en cas de cession. Et là, ça détermine quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que ça rend la vente de la boîte plus chère. Exactement. Pour qui? Pour le vendeur? Alors, c'est l'acquéreur qui paye. C'est l'acquéreur qui paye. Absolument. Donc ça peut dissuader certains acquéreurs de dire, OK, comme tu as une SARL, ça va me coûter plus cher. Donc fais-moi une réduction sur le prix de ta boîte. Et la transformation de SARL à SAS, elle est possible aussi ou pas? Elle est tout à fait possible, ouais. Donc dans les deux sens. Dans les deux sens. De SARL à SAS, ça sera un peu plus compliqué parce qu'il faut faire intervenir un commissaire à la transformation. Oui. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup plus de... Alors, ça peut être le commissaire au compte, on nomme un commissaire au compte qui va faire un rapport sur la transformation. En tout cas, il y a beaucoup plus de formalités. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on se pose pour choisir entre les deux ou des cas qu'on n'a pas couverts qui sont importants? Il y en a plein. Il y en a toujours en fait. Selon son régime matrimonial, quelle est la taille du foyer fiscal, combien le foyer fiscal gagne de revenus. Qu'est-ce que ça change ça dans le choix entre SARL et... Ça change le choix quand on choisit une SARL et que par ailleurs on a un foyer fiscal important avec son épouse ou son mari qui gagne beaucoup d'argent et qu'on partage, typiquement on peut décider de ne pas se verser de salaire finalement. Voilà. Donc, ça revient toujours à cette question de comment je me rémunère. Oui, ça revient à cette question de comment je me rémunère. Et après, on trouve toujours des sujets qui font choisir un régime ou l'autre, une structure ou l'autre, des cas particuliers, parce qu'il y a plein de subtilités dans le droit qui font qu'on va plutôt aller sur la SAS ou... Donc la très grosse question, c'est celle-là, c'est comment je me paye. Peut-être une question secondaire un peu, c'est qu'est-ce que je dois acheter via ma boîte. Oui. Parce que si je dois acheter beaucoup de choses, la micro... Ah oui, non, mais ça sur la micro, c'est clair. Ça sert à rien. Oui. Et via SAS, je vais pouvoir tout passer sur la société. Donc la TVA, je la récupère. Et, SAS ou SARL. Ou SARL, ça, pour le coup, par exactement. rapport aux achats, oui. Mais la question principale, c'est est-ce que je suis prêt à me payer une fois dans l'année parce que si je peux faire cet effort-là, ça aide énormément. Sinon, la question se pose par rapport à la SARL. Et ensuite, quand j'ai une vraie société, je peux passer les indemnités kilométriques des kilomètres que je fais avec ma voiture, que je me rembourse. Le téléphone, je peux l'acheter via la structure, le PC, tous les outils de travail. Oui. Il y a même la possibilité de passer une partie du loyer si je travaille exclusivement de ma maison en charge société. Et tout ça, ça vient réduire l'impôt Bien sûr, que je vais payer. On ne va pas se mentir, les entrepreneurs, ils font passer beaucoup de choses dans leur société. Tout ce qui peut être... Alors, encore une fois, il faut toujours vérifier avec son expert comptable.
Mais même les déplacements oui, professionnels pour aller voyager, voir un client, prospecter même, aller à un forum ou un événement. Et puis en profiter pour faire un petit tour à la plage. Quoi. Et tout ça, peut-être pas payer la plage avec, les consommations sur place. Mais nous, on a une vidéo qui parle de tout ce qu'on peut passer sur la société sur ça, sur Legal Place, cette fois-ci sur la page de Legal Place. Mais ok, Claire, donc la question d'où tout commence, c'est celle-là. Et ensuite... Et aussi la question de la liberté de est-ce qu'il y a des mécanismes parce que je veux des associés et des investisseurs. Et ensuite la question de est-ce qu'il y a des dépenses que je veux passer sur la société ou pas. Et la micro finalement elle est un peu piégeuse parce qu'on voit beaucoup de gens commencer par micro et c'est un choix hyper mauvais pour la fiscalité parce qu'ils ont l'impression que c'est simple, mais notamment les VTC par exemple, beaucoup font l'erreur de faire un micro et c'est finalement la pire des formes juridiques parce que c'est là où ils payent le plus d'impôts malgré eux. Et beaucoup sont... parce qu'ils ne peuvent pas déduire. Ils ne peuvent rien déduire, ni leur voiture, ni leur leasing, ni leur essence, etc. Et je pense que c'est sûr que c'est une erreur que beaucoup de font, mais c'est pas pour ça qu'il faut passer 3 mois à réfléchir à la forme juridique. Quoi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est poser tout sur des tableaux. Et alors, c'est des choses qu'on peut faire avec son expert comptable. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important de choisir un expert comptable le plus tôt possible. Et même, idéalement, avant d'avoir créé sa boîte. C'est toujours possible, justement, de changer. Et après, de poser ses calculs. Et parce qu'en fait, tout est chiffré. Hein. À la fin, c'est combien en net il va me rester dans la poche. Et ça, en fait, ce calcul, soit je le fais seul, soit quand c'est un peu trop complexe, parce que j'ai pas le temps ou par rapport à ma formation, à mes compétences, je le fais avec mon expert comptable. Et comme ça, on saura au moins ce qui est le plus optimal sur l'année 1, l'année 2, etc. Et ce qu'on a fait chez Legal Place justement pour ça, c'est qu'on a créé un service qui permet à tous les créateurs d'entreprises, quand ils ont choisi la forme juridique, à un moment avoir un appel de cadrage avec un expert comptable de chez nous ou un comptable qui permet de dire est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je dois changer la forme, etc. Et si le client décide que ce n'est pas la bonne forme, ben en fait, il ne va même pas devoir tout recommencer. On va juste changer le process chez nous. Et donc, il n'a pas besoin de... Donc, pour ceux qui nous regardent, qui commencent chez Legal Place, on a permis aujourd'hui à ce que tu commences avec n'importe quelle forme. Et à un moment, tu as un appel. Si tu te rends compte que ce n'était pas la meilleure forme, on va la changer en live et tu n'auras pas à tout recommencer, tout repayer de zéro, etc., être remboursé. Et c'est la meilleure façon qu'on a trouvé chez Legal Place parce que tant que tu n'es pas client, c'est dur d'étudier le dossier et de dire et te donner toutes les infos qu'il faut pour choisir la forme qu'il te va. Et donc, on le fait après que tu aies commencé le process de création de société, quoi. Et surtout si tu as pris tout de suite. Et si tu as pris la compta chez nous. Et là, parce que là, on va une vraiment. Étude fine qui est faite par. Parce que là, on pourra faire du conseil et vraiment faire une étude totalement sur mesure. Exactement. Donc, si tu n'as pas pris la compta, tu auras certaines infos qui te permettront de décider et ça ne sera pas trop tard. On va te corriger le truc. Si tu as pris la compta chez Legal Place dès le début, là, tu auras un vrai call où tu auras ces tableaux dont on parle et on trouvera la meilleure forme pour toi. Exactement. Ok. Bon, c'est très utile. Merci Mehdi. Merci Racem.